Alors je pense qu'il y a deux volets pour expliquer cette ambiguïté. Un volet qui relève de la politique religieuse du Saint-Siège et un autre volet qui serait plutôt un volet éthique et qui concerne la réflexion intellectuelle de l'Église catholique sur la thématique de la guerre et de la légitime défense armée. Si on revient sur le premier volet, la politique religieuse du Saint-Siège, il y a deux éléments essentiels. Premier élément, il ne faut pas oublier que la vocation première de la diplomatie du Saint-Siège, c'est de protéger et de raffermir, c'est le terme utilisé, les communautés catholiques locales, donc les communautés catholiques dans les différents pays. C'est le travail habituel des nonces, c'est leur vocation première. Ça se passe bien, je dirais, en temps normal. Problème, lorsque deux pays, c'est le cas actuellement, Ukraine, Russie, entrent en conflit, les prises de position du Saint-Siège en faveur éventuellement d'un des deux protagonistes peut entraîner des représailles auprès de la communauté catholique d'un autre pays. Concrètement, si le pape François prend position ouvertement en faveur des Ukrainiens, on peut penser que la diplomatie du Saint-Siège craint des représailles auprès de la communauté catholique en Russie, qui, depuis la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique, s'est rétablie progressivement. Il y a aujourd'hui 5 diocèses catholiques dans la Fédération de Russie, 5 diocèses qui ont été, je dirais, érigés difficilement, avec un certain nombre de tensions avec le patriarcat de Moscou. Donc ce premier aspect joue bien évidemment dans les prises de position du Saint-Siège. Il y a un deuxième aspect dans cette politique religieuse qui a trait directement à la situation religieuse en Ukraine. En Ukraine, vous avez 3 églises catholiques. L'église catholique de rite latin, l'église gréco-catholique ruthénienne et puis l'église gréco-catholique ukrainienne. Ce sont des églises dites orientales qui ont été rattachées au XVe et XVIe siècle à l'église catholique romaine. Elles sont vues, c'est ce qu'on appelle l'uniatisme. Et ces églises sont vues comme des dissidences du côté de l'église orthodoxe. Depuis la fin de la guerre froide, depuis le dialogue interreligieux et le dialogue œcuménique qui est promu depuis 1965, la volonté de rapprochement entre l'orthodoxie et l'Église catholique bute sur cette question historique de l'uniatisme. Et ce que l'on a vu ces dernières années, c'est une évolution très sensible de la politique du Saint-Siège à l'égard des uniates, de ces églises orientales, et une sorte d'alignement de la position de François par rapport aux critiques émises par le patriarcat de Moscou. Très grande différence entre la position de Jean-Paul II et celle de François. Jean-Paul II, polonais, très lié aux églises gréco-orientales, comprenait que ces églises se comprenaient elles-mêmes comme des églises sorties des catacombes, des églises qui avaient vécu dans la clandestinité, notamment depuis 1945. Quand vous allez à Lviv, l'église catholique de Lviv et l'université catholique de Lviv a publié un livre sur son histoire, et on voit bien que ce sont des gens qui se considèrent comme d'anciens martyrs, comme des gens qui ont vécu dans un régime oppressif. Le pape François a une approche différente de l'histoire. Il est tourné vers le futur et il n'a pas cette sensibilité à l'égard de l'histoire et de la mémoire, et notamment de la mémoire des gréco-catholiques. Lorsqu'il a rencontré en 2016 pour la première fois le patriarche Kirill, le patriarche de Moscou, il a réitéré une dénonciation ancienne de l'uniatisme qui datait de 1993, et lors de la révolution de Maïdan, il a eu des mots assez durs, assez critique à l'encontre des gréco-catholiques, à l'encontre des catholiques au sens large ukrainiens, qu'il a accusés d'être trop politisés, trop nationalistes, reprenant ici les critiques du patriarche de Moscou contre ces mêmes gréco-catholiques. Voilà. Et donc, actuellement, avec la guerre, bien évidemment, cette situation spécifique des catholiques des gréco-catholiques ukrainiens est au cœur également des tensions entre le pape et le patriarche de Moscou. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais, le premier aspect, avec un tout dernier élément qui compte également, c'est que depuis Jean-Paul II, à l'évidence, l'Église catholique souhaite renforcer sa présence en Russie, et il y a le souhait des papes successifs, des 3 derniers papes, de se rendre
à Moscou. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, la position du pape à l'égard de l'Ukraine intervient dans une perspective plus large et plus longue de rapprochement avec l'orthodoxie, fût-ce au prix de certains oublis des positions du patriarche Kirill de Moscou. Ça, je dirais que c'est l'élément explicatif de la diplomatie du Saint-Siège sous l'angle de sa diplomatie religieuse. Et puis il y a sans doute un autre élément qui intervient, qui est cette fois-ci davantage un élément, je dirais, éthico-intellectuel. L'Église catholique a une longue tradition intellectuelle de réflexion sur les relations internationales, sur ce qu'elle appelait un ordre juste, sur ce qu'elle appelait également au tournant du 19e, 20e siècle, la société internationale. Voilà. Et les jésuites, notamment, puisque le pape est jésuite, ont beaucoup travaillé sur ces questions. Les jésuites italiens au 19e siècle, un Taparelli d'Azeglio, par exemple, a réfléchi sur une structure qui peu ou prou annonçait la création de la Société des Nations. En France, il y a toute une tradition jésuite qui, jusqu'à la fin des années 70, a porté sur l'analyse de l'ordre de la sécurité internationale et de la légitime défense armée. La vieille notion de juste guerre. Hein, voilà. Cette tradition-là s'est un petit peu perdue, sans doute au profit d'une réflexion sur la mondialisation économique ou ces dernières années sur les questions environnementales. Et le dernier grand débat qui a existé sur ces questions date de 1983, lorsqu'il y a eu la crise des euromissiles et que l'on a vu une dizaine d'épiscopats plus le Saint-Siège tenter de réfléchir sur la dissuasion nucléaire. Cette question de la dissuasion nucléaire est importante puisque, on le sait, Poutine a brandi quand même de manière plus ou moins explicite cette menace. Il n'y a pas de réflexion contemporaine poussée sur la légitime défense armée dans l'Église catholique. Ça ne veut pas dire que à droite ou à gauche, on ne voit pas des colloques, des réflexions particulières, mais il n'y a pas eu au niveau du Saint-Siège une réflexion approfondie sur ces thématiques, sans doute d'ailleurs parce qu'elle divise les catholiques. Et à cela s'ajoute un élément qui est aussi assez important, c'est que je pense qu'on assiste depuis une vingtaine d'années à une montée progressive d'un pacifisme chrétien, et en l'occurrence d'un pacifisme catholique. Et chez le pape, ça se traduit par un refus du recours aux armes, un refus de la menace nucléaire sans autre forme de procès. On l'a vu lors de son déplacement au Japon et on l'a vu là encore lors de ses premières prises de position où finalement on ne savait pas exactement comment il prétendait pouvoir défendre les Ukrainiens, se proposant lui-même comme étant médiateur, mais sans que l'on comprenne exactement quelle était son analyse du conflit et ce qu'il comptait faire concrètement pour défendre la nation ukrainienne. Alors une parole spécifique, non, dans la mesure où il n'y a pas une différence entre la manière dont il parle des réfugiés ukrainiens et celle dont il parle des réfugiés en règle générale. En revanche, est-ce que la question des réfugiés ukrainiens a été prise en compte et a fait l'objet de prises de parole du pape François? Oui. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, dès le mois de février, dès mars 2022, le pape a attiré l'attention sur la situation des réfugiés ukrainiens, a félicité lors de la réception de pèlerins polonais ou slovaques leurs pays respectifs qui accueillaient notamment pour la Pologne de très nombreux réfugiés ukrainiens. Il y a eu également plus récemment la visite privée de Viktor Orban au Vatican et durant laquelle le pape a remercié Orban pour le travail que la Hongrie faisait également pour les réfugiés ukrainiens. Donc il y a effectivement des prises de parole successives et puis à Rome même, deux manifestations particulières. Le pape s'est rendu dans l'hôpital pédiatrique du Vatican où étaient reçus des enfants ukrainiens blessés et donc à cette occasion a eu un discours effectivement sur l'Ukraine. L'Ukraine martyrisée, c'est le terme qu'il a utilisé, et donc la nécessité, bien évidemment, d'aider les enfants ukrainiens. Et puis, il a également envoyé
du matériel médical à l'église Santa Sofia à Rome, qui est l'église de la communauté ukrainienne à Rome. Voilà. Donc ce sont des discours et des gestes qui sont à la fois classiques, je dirais, dans le positionnement habituel du pape, qui souhaite toujours être très pragmatique dans son approche. Donc là, je dirais qu'il a fait avec les Ukrainiens ce qu'il fait habituellement, mais sans doute avec plus d'insistance médiatique du fait du contexte. Tout à fait. En fait, le problème pour moi est d'essayer de comprendre quel peut être à la fois le positionnement de l'Église catholique dans les relations internationales, et puis dans ce contexte, quelle peut être aussi la place spécifique qu'un pape occupe dans ce positionnement. Alors il y a la diplomatie classique du Saint-Siège que l'on connaît, avec les nonces qui sont présents notamment dans les différentes instances internationales. Avec le pape, ce que l'on constate, c'est que cet homme se veut très pragmatique, très réaliste, et je pense effectivement que, d'une certaine manière, sa compréhension du positionnement de l'Église renvoie à ce qu'on aurait pu aussi appeler l'Église-providence, en référence avec l'État-providence. Qu'est-ce que l'Église peut apporter concrètement? Eh bien, elle peut apporter une aide dans le domaine caritatif, humanitaire, le domaine socio-économique, ce qu'on appellerait également le care, hein, voilà, la thématique du soin au sens large. Je pense que ça renvoie finalement à deux aspects chez lui. Le premier aspect, c'est que lorsqu'il a visité Lampedusa, il a été très marqué par ce qu'il a vu, en l'occurrence les réfugiés qui étaient présents sur l'île, et cela l'a renvoyé à sa propre histoire comme migrant, hein, enfin fils de migrants et petit-fils de migrants italiens. Et donc tous ceux qui étaient présents dans son déplacement ont souligné à quel point cela avait eu un impact fort sur, je dirais presque sa relecture de vie. Et sans doute que son insistance sur ce thème, au-delà de l'importance du thème dans les relations internationales, est liée au fait que ça lui a permis d'incarner en quelque sorte sa fonction et de comprendre ce qu'il pouvait faire dans les relations internationales à partir de cette identité de descendants de migrants. Et donc, la question, c'est concrètement qu'est-ce que je peux faire par rapport à cela? Et là, c'est un deuxième aspect, son identité jésuite compte beaucoup. Elle compte notamment parce que depuis 1979, il y a dans la tradition jésuite ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, qui s'est traduite par la création d'un certain nombre d'ONG spécifiques jésuites pour travailler auprès des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Le pape a mis à la tête du service des migrants du Saint-Siège un de ses proches qui est jésuite, qu'il a d'ailleurs fait cardinal peu de temps après. Je crois qu'on ne mesure pas suffisamment à quel point l'influence des jésuites et l'influence des actions jésuites dans le monde le soutiennent finalement et sont source d'inspiration pour lui dans ce qu'il peut faire comme pape. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, les deux aspects essentiels. Il y a des limites à cette action pastorale humanitaire, parce que le pape veut que les nonces, l'Église catholique soient présentes et agissent concrètement. Dans le cas ukrainien, on peut se demander si cette action est suffisante. Bien évidemment, il y a ce que j'évoquais il y a un instant, le fait de donner du matériel médical, par exemple, à l'Ukraine. Est-ce que cette action humanitaire peut être dissociée d'une réflexion intellectuelle plus approfondie sur la guerre qui se joue et sur l'analyse de cette guerre? C'est là qu'on est peut-être en face d'une rupture, d'une part dans la tradition catholique, qui était tout de même une tradition d'analyse assez forte, et puis surtout, elle met peut-être le Saint-Siège en difficulté par rapport à ses autres interlocuteurs, et notamment le patriarcat de Moscou. Patriarcat de Moscou, depuis l'arrivée à la tête de l'Église orthodoxe du patriarche Kirill, a une vision géopolitique très marquée, un soutien au régime de Poutine, une allégeance à la politique extérieure de la Russie, voire d'ailleurs une promotion des intérêts russes
à l'étranger. On l'a vu lorsque le patriarche Kirill a fait une visite à Cuba, plusieurs visites à Cuba, mais dans des pays latino-américains, où systématiquement il défend à la fois les intérêts de l'Église orthodoxe, mais également, et il le dit de manière très ouverte, les intérêts de la politique russe. La question qui se pose est de savoir, est-ce qu'il faut qu'un acteur religieux ait une vision géopolitique ou pas? En ce qui concerne le catholicisme, cette vision géopolitique, elle a existé, notamment au XXe siècle. Tout le XXe siècle est marqué par des visions géopolitiques extrêmement précises, je dirais jusqu'au pape Jean-Paul II. Voilà. Là, il me semble qu'il y a un effacement de cette approche géopolitique au profit d'une approche effectivement davantage caritative, une pastorale humanitaire qui est intéressante en tant que telle, mais qui est peut-être insuffisante pour une structure comme l'Église catholique qui dit avoir un rôle spécifique et original sur la scène internationale.